Donc, quand on arrive, c'est sûr, on va dire bonjour, parce que c'est très important pour les Haïtiens de dire bonjour. Bonjour. On ne connaît pas, je ne sais pas. J'aime ma maman, ma mère, ninapenda, donc j'ai déjà conjugué le verbe, aimer, kupenda, l'infinitif, ninapenda, j'aime ma, c'est yangu, et puis maman, ma mère, donc j'aime maman yangu. Moi, je peux me présenter, je dis, je m'appelle Armand. Kombo Nanga Ezali Armand. Ou tout simplement, on dit Kombo Nangai Armand. Noir au Canada, une histoire donc oubliée. Je vais revenir sur 400 ans de présence et de contribution donc des Noirs au Canada. Donc, mes parents m'ont parlé du racisme depuis que je suis enfant, de ce que c'était et de ce que ça impliquait, mais ils ne m'ont pas vraiment outillé pour le combattre. Moments where something was said and internally you're like, huh, okay. And then like time would pass, you go back home and you're like, I'm still thinking about this thing. And I guess the language didn't exist. Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis Ludmilla Alliance, responsable des communications et des médias sociaux pour l'équipe Mosaïque interculturelle. Notre équipe et moi-même reconnaissons qu'Ottawa est situé sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Nous avons aujourd'hui le conférencier Frédéric Boiron avec nous pour le sujet de ce soir qui sera « Pas besoin d'être raciste pour avoir des comportements racistes ». Je vous passe la parole, Frédéric. Merci, Lumia. Merci beaucoup à toute personne qui prend le temps ce soir de m'écouter parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, je reconnais que je suis un privilégié parce que vous choisissez de m'écouter. Donc, vous m'honorez de ce geste-là et je vous en remercie énormément. Alors, j'ai choisi avec l'équipe de Mosaïque de vous présenter une conférence qui s'intitule « Pas besoin d'être raciste pour avoir des comportements racistes ». Alors, pourquoi? Parce que en sociologie, si on peut changer quelque chose rapidement ou relativement avec une réponse positive assez relative, c'est des comportements qu'on peut changer. C'est un peu plus difficile de changer les valeurs des gens. Donc, si on veut changer quelque chose, il faut s'attarder à ce que les gens peuvent changer, à ce qui ne les culpabilise pas non qui se déclarent racistes. C'est une valeur intégrée, une valeur négative, on peut l'appeler comme ça, mais le comportement, lui, vous allez voir dans ce que je vais essayer de vous expliquer, n'est pas nécessairement le comportement d'une personne qui adhère à cette valeur-là. Et c'est ça la réalité du racisme systémique. Ce sont des systèmes qui créent des comportements, qui font que des gens vont avoir des comportements qui vont être dictés par leur organisation plutôt que par leurs propres valeurs. J'aimerais commencer par vous parler de comment d'autres problématiques sociales s'érigent en système. Entre autres, aux États-Unis, l'armée américaine avait mis en place un ensemble de règles très formelles pour empêcher les homosexuels, les LGBTQ, de faire partie de l'armée. C'était écrit même dans les règlements de cette armée, de l'armée américaine, que l'homosexualité, au même terme que la bestialité, la sodomie, l'inceste et la pédophilie, étaient non conformes aux valeurs de l'armée américaine. C'est écrit dans les règlements de l'armée. Et c'est une politique qui a été mise en place, entre autres, par deux personnes
qui sont fondamentalement homophobes. Il s'agit du général Norman Schwarzkopf, qu'on a bien connu dans la guerre du Golfe, et Colin Powell, qu'on a connu aussi dans la deuxième attaque en Irak. Donc, un sur Bush père et l'autre sur Bush fils. Ce sont des homophobes connus qui ont mis en place ces politiques-là. Le problème, c'est que non seulement l'armée américaine va interdire aux homosexuels de devenir soldats. Bon, évidemment, si on ne peut pas devenir soldat, c'est un peu plus difficile encore de monter dans les grades. Donc, parce que le système lui-même va vous empêcher de le faire. Plus tard, on va voir que quand on se rend compte de cette problématique-là dans l'armée, sous le gouvernement de Bill Clinton, on va mettre en place une politique qui va s'appeler « Don't ask, don't tell ». Le « Don't ask, don't tell », c'est que si vous ne dites pas on ne vous demandera pas si vous êtes homosexuel, mais si vous le dites, c'est à vos risques et périls. Donc, vous pouvez être exclu de l'armée américaine. Mais qu'est-ce qui va se produire? C'est que quand les gens sont exclus de l'armée, quand ils sont renvoyés de l'armée, il y a dans leur dossier la raison pour laquelle cette personne est exclue de l'armée. Donc, et cette raison, c'est qu'on va inscrire dans le dossier de cette personne qu'il a été renvoyé pour cause de comportement ou pour gestes posés qui sont relatifs à l'homosexualité, donc une valeur qui est non conforme à cette prestigieuse armée américaine. D'accord? Alors, le problème, c'est que on peut dire que ce racisme-là est un racisme institutionnel. Donc, c'est à l'intérieur de l'institution et elle n'est pas cachée. Elle est formelle. Quand est-ce qu'elle va devenir systémique? C'est surtout quand les gens qui seront exclus de l'armée vont essayer de se trouver un emploi. C'est-à-dire que les attitudes de Norman Schwarzkopf et de Colin Powell vont avoir un impact sur la possibilité pour les personnes exclues de l'armée pour cause d'homosexualité de se trouver un emploi. Parce que, d'abord, être exclu de l'armée, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu. Être exclu de l'armée pour homosexualité l'est encore moins. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, au moment où on se parle, nous sommes en février 2021, il y a 29 États aux États-Unis, où il est permis, où il n'est pas interdit, je devrais dire, dans la loi, de refuser un emploi à quelqu'un parce qu'il est homosexuel, LGBTQ. Il n'y a aucune loi qui peut forcer quelqu'un dans ces 29 États à embaucher une personne si la personne se déclare homosexuelle ou si la personne a un dossier de l'armée qui dit qu'elle a été exclue de cette armée pour des comportements homosexuels. Donc, le racisme institutionnel, la discrimination, l'homophobie institutionnelle est dans l'armée américaine, mais cet art va traverser l'armée pour aller sur le marché du travail. Ce qu'on va aussi voir, c'est que les homophobes qui ont mis en place ces politiques-là, ne reconnaissant pas l'homosexualité, n'ont pas reconnu non plus les couples homosexuels. Donc, il y a encore des gens dans l'armée américaine qui se battent pour avoir les pensions, les assurances, les pensions versées aux veufs ou aux veuves et tout ça, n'ont pas droit à ces choses-là parce que l'armée ne les reconnaissait pas comme étant des couples. Donc, le système lui-même, ce n'est pas ce qui se passe dans l'armée, ce sont les ramifications à l'extérieur de l'armée qui va constituer une discrimination systémique. Ça va aller beaucoup plus loin que ce qui se passe dans l'organisation. Donc, et aujourd'hui, au moment où on se parle, toujours en février 2021, il y a 52% des Américains qui se déclarent LGBTQ qui vivent dans un État américain où il est permis de refuser un emploi, une promotion, un programme de formation et tout ce qui permet une ascension sociale à une personne qui se déclare donc LGBTQ. Donc, voilà comment
une discrimination faite à l'intérieur d'une organisation sort de l'organisation et s'incruste dans tout un ensemble de systèmes. Maintenant, je vais vous parler d'une autre forme de discrimination avant d'arriver au racisme systémique. Parce que toutes les discriminations sont systémiques. Le plafond de verre. Le plafond de verre, si on l'appelle plafond de verre, c'est tout simplement parce que c'est un ensemble d'obstacles invisibles qui ont été mis sur le parcours des femmes, qui font que les femmes québécoises, par exemple, vont gagner 80% du revenu des hommes québécois. Alors, évidemment, c'est parce qu'elles sont femmes. Et ce pourquoi on appelle ça un plafond de verre, c'est parce que justement, les obstacles sont invisibles et personne ne sait qui les a mis là. Je vous ai parlé de l'armée américaine, je vous ai donné deux noms, Norman Schwarzkopf et Colin Powell, mais dans le cas du plafond de verre, c'est beaucoup plus difficile de trouver qui a mis ces obstacles-là sur le parcours des femmes. Et le plafond de verre est universellement reconnu dans toute société. Les femmes vont avoir beaucoup plus de difficultés à obtenir des postes cadres dans des entreprises. Donc, ce n'est pas, et en réalité, ce n'est pas la faute de personne si on veut le regarder comme ça, mais c'est la responsabilité de tous de faire briser ce plafond. Il y a des femmes qui vont passer à travers, on peut penser à Dominique Anglade, Kamala Harris, Louise Arel, et vous avez chacun en tête une personne, une femme que vous connaissez ou vous avez entendu dans l'actualité qui a réussi à atteindre des sommets inespérés. Et encore aujourd'hui, on va dire, Chrystia Freeland est la première femme à devenir ministre des Finances du Canada. C'est quand même assez particulier qu'on en soit là. Pauline Marois était la seule femme, après toutes ces années, à être premier ministre du Québec. Et on a même eu de la misère à dire première ministre du Québec parce qu'on n'est tellement pas habitué qu'on ne sait pas quoi dire. Donc, vous voyez, au Canada, c'est la même chose. Je crois que c'est Kim Campbell qui a été ministre. Encore une fois, dans les deux cas, ça a été des femmes qui ont dirigé des gouvernements transitoires, etc. Donc, des gouvernements minoritaires. Donc, on a ces plafonds de verre qui font que les femmes vont gagner, en général, en moyenne, 80% du revenu des hommes. Il y a des études au Québec qui disent que c'est 67%. Il y en a qui disent 83%. Mais en général, on s'entend qu'en Occident, c'est autour de 80% le revenu des femmes par rapport aux hommes. Cet impact-là qu'on va voir plus tard, c'est que quand on gagne 80% du revenu des hommes, à la retraite, on va gagner à peu près 67% du revenu de retraite que les hommes vont gagner. Donc, il y a un impact à long terme sur ça, sur la qualité de vie des femmes. Ce n'est pas seulement l'ascension, ce n'est pas seulement la perte de revenus au moment du travail, c'est la perte de revenus à moyen et à long terme dont il est question. Donc, voici un exemple de ce qui est une discrimination systémique, un sexisme systémique, une misogynie systémique dont il est plus difficile de saisir qui est la personne qui a mis ça là. Maintenant, l'information suivante est capitale. Ce qu'on sait, c'est que les femmes immigrantes vont gagner 60% du salaire des hommes. Et ces données sont clairement identifiées et c'est essentiellement la même chose dans toutes les sociétés et le Québec n'échappe pas à ça. 60% du salaire des hommes pour les femmes immigrantes. Maintenant, je vous ai dit que les femmes gagnaient 80% du salaire des hommes et que les femmes immigrantes gagnent 60% du salaire des hommes. Ben voilà, la variable dont il est question ici, ce n'est pas le fait d'être femme, c'est le fait d'être immigrante. Elles sont déjà femmes. Elles ont déjà des obstacles qui sont sur leur chemin en tant que femmes. Elles vont avoir d'autres obstacles sur leur chemin qui vont être les obstacles qui sont sur ce parcours d'immigrantes. Donc, les femmes immigrantes vont gagner 60% du salaire des hommes au Québec. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer pourquoi. J'ai choisi pour vous
quelque chose qui s'est passé dans la ville de Québec. Alors, c'est une recherche qui a été faite en 2017 par des chercheurs, Simon Brière, Bernard Fortin et Guy Lacroix. Et cette recherche s'appelle Discrimination à l'embauche des candidats d'origine maghrébine dans la région de la capitale nationale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont fait parvenir 100 curriculum vitae fictifs à 50 entreprises de la région de la capitale nationale. En mars et avril 2014, chaque entreprise qui affichait un poste de secrétaire, commis secrétaire, secrétaire administratif ou secrétaire réceptionniste avait reçu 2 candidatures. Le premier CV portait le nom de Valérie Tremblay. L'autre CV portait le nom de Samira Benounis. À part le nom et l'adresse, donc les coordonnées personnelles, quelques petits détails, les CV étaient identiques, parfaitement identiques à part les détails les informations personnelles. Valérie Tremblay avait reçu 2 fois plus d'invitations à un entretien d'embauche que Samira Benounis. Maintenant, j'ai recherché ailleurs dans les sociétés occidentales pour voir ce qui se passait. Essentiellement, c'est la même chose qui se passe. Entre autres, vous pouvez voir des études sur le Iowa Law Review qui vous donnent des études similaires qui disent la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que la personne des ressources humaines est une personne raciste? Alors, je vous rappelle que ce que j'ai dit au départ, qu'on n'a pas besoin d'être raciste pour avoir des comportements racistes. Ce qu'on voit dans l'ensemble de ces réactions-là, ailleurs dans le monde, comme au Québec, c'est que les personnes qui font les sélections vont se poser un ensemble de questions. D'abord, ils vont partir de leur propre complexe. Ça arrive. Ils se posent la question à savoir, est-ce que le CV d'une personne d'origine autre que québécoise est vrai? Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est possible? Il y a un ensemble de questions qui est posé sur les CV des personnes qui ont un nom à connotation étrangère, particulièrement arabe, qui ne se posent pas sur les CV des gens qui ont un nom à connotation québécoise. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les personnes aux ressources humaines vont se poser la question à savoir, est-ce que les autres employés dans l'entreprise vont être heureux de travailler avec cette personne-là? Est-ce que la personne au nom d'origine arabe va fitter dans l'équipe? Donc, on part de cette prémisse que la personne pourrait ne pas fitter dans l'équipe. Et dans les entreprises de services, l'autre question qui est posée, c'est est-ce que les clients de l'organisation vont se sentir à l'aise avec cette personne? Est-ce que cette personne va être capable de bien servir cette clientèle qui, généralement, est perçue comme une clientèle un peu monolithique de blancs québécois francophones? Donc, pourtant, il n'est pas évident que les personnes qui font ces choix sont nécessairement racistes, mais plutôt qu'ils ont des comportements racistes qui sont dictés par l'organisation. Toutes ces réflexions ne sont pas nécessairement des réflexions en fonction de leurs valeurs personnelles, mais plutôt de la perception que ces personnes ont de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise pour lesquelles elles travaillent. Donc, pas besoin d'être raciste pour avoir des comportements racistes. Mais au final, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que cet exemple-là vient confirmer une chose, qu'avec le plafond de verre, les femmes gagnent 80% du salaire des hommes. Les femmes immigrantes ont un autre plafond qui font qu'elles gagnent 60% du salaire des hommes. Mais les femmes arabes gagnent 50% du salaire des hommes parce qu'elles ont un troisième plafond à traverser si elles veulent atteindre le même niveau qu'un homme québécois. Donc, si le plafond de verre est un ensemble d'obstacles
qui sont à peine visibles ou invisibles même, et qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est responsable d'avoir mis ces obstacles-là sur le parcours des femmes, il est fort probable aussi que le plafond de verre pour les femmes immigrantes relève du même principe et le plafond de verre pour les femmes arabes relève du même principe. Les femmes autochtones, n'ont même pas un plafond. Elles sont scotchées sur le plancher. Elles ne participent même pas à l'économie de marché. Elles ne participent pas au partage de la richesse. Ça veut dire que pour qu'une femme autochtone arrive à traverser tout ce chemin-là, ne serait-ce que pour se retrouver avec le même salaire qu'une femme, donc 80% du salaire des hommes, c'est un parcours extrêmement long, extrêmement difficile et qu'il faudrait même calculer plusieurs générations avant qu'elles y parviennent, tellement que c'est compliqué sur leur parcours. Donc, l'idée derrière le principe du racisme systémique, c'est que c'est un ensemble d'obstacles placés sur le parcours des personnes issues de différentes communautés, qu'il est certainement difficile d'identifier ces obstacles et d'identifier les responsables de ces obstacles. Les responsables, donc les gens qui ont mis en place ces obstacles. Et c'est là où c'est plus facile de parler de racisme systémique quand on cherche des solutions que de parler de raciste. Maintenant, arrivons à ce qui se passe spécifiquement au Québec. Actuellement, François Legault disait qu'il n'y a pas de racisme systémique, mais ce qu'il y a, ce sont des racistes. Depuis que François Legault a dit ça, je n'ai pas vu dans les résultats de son gouvernement, je ne peux pas dire que j'ai vu que M. Legault avait trouvé un raciste. Okay? Moi, je le mets au défi de m'en trouver un ou deux. Juste un raciste. Puis, une fois qu'il l'aura trouvé, il faudra qu'il fasse la démonstration, qu'il nous dise à tous qu'est-ce qu'il va faire avec ce raciste-là pour changer ses comportements, changer ses attitudes. Il ne peut pas le faire parce que il n'y a aucune loi au Québec, et même pas aux États-Unis, imaginez, qui interdit à quelqu'un d'être raciste. Il n'y a aucune loi qui empêche à quelqu'un de se planter au coin de Henri Bourassa et Lacordaire ou Henri Bourassa et Pineuf, puis de crier « je suis raciste » ou même de faire une pancarte pour dire qu'il est raciste ou même de convoquer une manifestation de racistes. Ça se fait. Mais ça ne change rien. On ne peut pas empêcher quelqu'un de dire qu'il est raciste. Ce qu'on peut empêcher, c'est qu'il ait un comportement raciste qui prive un individu de ses droits. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le raciste, c'est le comportement raciste qui est important et c'est par là que vient le changement. Toute la littérature autour du racisme systémique, c'est que quand on y adhère comme philosophie, ça permet de changer les choses. Maintenant, permettez-moi de vous donner une définition du racisme systémique. Le 6 octobre 2020, lorsque François Legault a présenté ses excuses à la famille de Joyce Echaquan, alors on se rappelle de cette femme Atikamek qui est décédée à l'hôpital de Joliette sous une pluie d'insultes. Bon, enfin, on connaît l'histoire. Et François Legault, le 6 octobre 2020, s'est levé à l'Assemblée nationale du Québec et il a présenté des excuses à la famille de Joyce Echaquan. Voici ce qu'il a dit. Il a dit « Pendant des décennies, les peuples autochtones ont fait l'objet de discrimination. Les choses ont changé, mais ça a laissé des blessures profondes, ça a laissé des traces chez beaucoup d'individus. » Cette allocution, cette partie de l'allocution de François Legault
est la meilleure définition que je n'ai jamais entendue sur le racisme systémique. J'ai écrit moi-même des définitions du racisme systémique. J'ai vu des gens brillants écrire des définitions sur le racisme systémique, mais personne n'arrive à la cheville de François Legault. François Legault a donné la meilleure définition qui a jamais été écrite sur le racisme systémique. Et je vous explique. Les peuples autochtones ont fait l'objet de discrimination. Les choses ont changé, mais ça a laissé des blessures profondes. Rappelez-vous que je vous ai dit que le plafond de verre, c'est un ensemble de discriminations que nous ne savons pas qui les a mis là et nous ne savons pas non plus comment toujours les contourner. Nous ne savons pas toujours comment les contourner. Les peuples autochtones ont fait l'objet de discrimination. Les choses ont changé, mais ça a laissé des blessures profondes. Les blessures profondes, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les personnes autochtones ont subi tellement de discrimination qu'elles ont fini par perdre confiance dans le système. Elles ont fini par avoir peur, être méfiantes du système comme tel. Des gens sont malades et ne vont pas à l'hôpital parce qu'elles ont peur que ce qui est arrivé à Joyce Echaquan leur arrive. C'est ça le racisme systémique, c'est qu'on a peur du système parce qu'on est convaincu que le système ne nous donnera pas les services auxquels on a droit comme citoyens. Ce qui est encore plus important dans ce que dit François Legault. Les peuples autochtones ont subi de la discrimination. Les choses ont changé, mais ça a laissé des blessures profondes, ça a laissé des traces chez beaucoup d'individus. Ces traces laissées chez les individus, c'est chez vous, c'est chez moi. C'est ma perception que suite à toutes les discriminations que j'ai entendues sur les personnes autochtones, que j'ai fini par me faire une idée de ces personnes-là. J'ai fini par intégrer que ce sont des parasites. J'ai fini par intégrer que ce sont des alcooliques. J'ai fini par intégrer que ce sont des vendeurs de cigarettes. J'ai fini par intégrer qu'ils vivent au crochet de l'État. J'ai fini par intégrer qu'on les ramasse en prison et que c'est normal qu'ils soient là parce que c'est comme ça qu'ils sont. C'est ça le racisme systémique. C'est comment les traces des discriminations finissent par changer notre propre comportement par rapport aux autres. Alors, quand on répète ces choses-là, on finit par y croire et on finit par avoir des comportements qui viennent avec quand vient le temps d'interagir avec les gens. La majorité des Québécois, et je suis prêt à parier que 90% des Québécois ont une opinion négative, Québécois de toute origine, ont une opinion négative sur les personnes autochtones. Et je suis prêt à parier que 90% des personnes qui ont une opinion négative sur les personnes autochtones n'en ont jamais rencontré une, pas une fois dans leur vie. Et pourtant, nous avons tous une opinion qui est faite un préjugé. Un préjugé, c'est un jugement porté d'avance sur les autres, à partir de choses entendues, à partir d'observations, à partir de regards, sans jamais avoir été au bout d'une discussion avec ces personnes. C'est ça le racisme systémique. C'est l'ensemble des comportements que nous pensons avoir, l'ensemble du jugement que nous portons à l'avance sur les gens avant même de les connaître. Pourquoi? Parce que les organisations dans lesquelles nous travaillons, un peu comme l'armée américaine, les organisations dans lesquelles nous travaillons intègrent ces discriminations et nous poussent à avoir le comportement de l'organisation. Nous sommes représentants de l'organisation. Je ne suis pas convaincu que les personnes qui ont insulté Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette étaient des racistes. Je ne suis pas convaincu de ça. Je suis convaincu, par contre, que l'ensemble du personnel qui a entendu ces gens, leurs collègues, avoir ce genre de propos à partir de Joyce Echaquan, n'ont rien dit. Et si ces personnes n'ont rien dit, quand on criait des bêtises à quelqu'un dans un couloir, c'est que c'était normal. Le racisme systémique, c'est ça. C'est quand on finit par normaliser la discrimination à l'intérieur de l'organisation accepte
valorise et tolère un ensemble de propos, un ensemble de comportements. Et les personnes qui travaillent dans ces organisations répètent ces choses et lorsqu'elles les répètent, personne ne les reprend. En réalité, si on veut changer quelque chose, il faut faire la discussion, il faut faire les débats sur l'ensemble de nos propres comportements. J'ai dit à plusieurs reprises que personne n'est à l'abri de ces choses-là. Ni vous, ni moi. Nous ne sommes à l'abri de ces choses-là. J'ai dit aussi que la lutte au racisme, ce n'est pas un combat spécifique pour une communauté en particulier. C'est un problème sociétal. Donc, ce n'est pas un problème de Noirs, ce n'est pas un problème d'Autochtones. C'est un problème sociétal. Il faut ouvrir la discussion avec tout le monde, incluant les gens de la société d'accueil, pour qu'on puisse justement être capable de dire aux gens, c'est pas parce que tu es raciste que tu as un comportement raciste. Cependant, tu peux changer ce comportement, même si tu n'en es pas conscient. Parce qu'en réalité, souvent, ces comportements-là ne sont pas conscients. Donc, l'idée, c'est de dire que si on veut changer quelque chose par rapport au racisme systémique, il faut changer les comportements. Et ces comportements-là, c'est le sénateur Murray Sinclair qui l'avait dit dans une allocution. Il avait dit que le racisme systémique, c'est le racisme qui reste quand les racistes sont partis. Alors, vous travaillez probablement dans une organisation dans laquelle un raciste est déjà passé, ou un sexiste, ou un misogyne, ou un homophobe est déjà passé. Mais ces gens laissent des traces sur leur chemin. Et ces traces-là, comme le dit François Legault, ce sont des comportements que vous allez répéter. En fait, ce que dit François Legault dans sa définition du racisme systémique, c'est que les racistes ont un impact sur notre savoir-faire, sur notre savoir-être. C'est ça les traces. C'est comment dans l'organisation, une fois que les gens ont établi ce genre de discours, comment ce discours est celui que nous allons répéter et celui qui sera valorisé par l'organisation. Donc, soyez conscients que vous-même, comme moi, nous pouvons avoir des comportements racistes, misogynes, homophobes, parce qu'ils sont systémiques, parce nous sommes influencés par les traces que les racistes, les homophobes, les misogynes laissent dans nos organisations. Et malgré tout ce que vous pouvez penser, malgré toutes les choses qui sont mises en place pour contrer ces choses, si nous n'avons pas de discussion, si nous ne faisons pas la conversation autour de nos propres comportements, nous allons continuer à répéter ces choses-là. Alors, je vous dis donc, une fois de plus, que le racisme systémique, c'est le racisme qui reste dans les organisations après qu'elles aient été contaminées par des racistes. Le racisme systémique, ce sont les traces, comme dit François Legault, que les racistes laissent dans nos organisations qui font que nous offrons un traitement différencié à certains groupes en particulier. Donc, si nous voulons changer les choses, il faut d'abord rappeler à nos collègues, nos amis et à nous-mêmes que nous n'avons pas besoin d'être racistes pour avoir des comportements racistes. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre à Colette Amazon. Je vois une question. Les comportements sont le reflet des valeurs adoptées et véhiculées à travers des générations. Tout à fait. Ce sont les traces. Les comportements sont dictés par les messages que nous recevons.
Oui, c'est un héritage, il n'y a pas de problème, mais c'est cet héritage-là qu'il faut casser parce que c'est un héritage, enfin, nocif. Donc, si on ne fait pas de débat sur cet héritage, nous allons continuer à le répéter année après année, de génération en génération. Donc, c'est à nous qui croyons aujourd'hui qu'il faut apporter un changement, de justement re-questionner ces héritages. Merci Marjorie. Content de savoir que tu étais là. Oui. Vous savez quelles sont les implications des leaders d'opinion, des communautés victimes pour éradiquer le racisme? Je sais pas, je n'aime pas dire aux gens quoi dire. Cependant, je pense qu'à un moment donné, ce que je souhaite, c'est que on ne se lance pas dans une guerre à la recherche de coupables. En fait, ce que François Legault aurait voulu, c'est qu'on se lance à une guerre à la recherche de racistes. J'ai bien peur qu'on tombe dans ce genre de truc d'identifier des racistes. Pour moi, ce n'est pas par là que ça passe. Ça passe par la reconnaissance des obstacles, par l'identification des obstacles, plutôt que d'identifier des gens. Identifier des comportements, des choses qui font qu'on a un peu plus de difficulté à trouver notre place, à mériter des salaires équitables, à passer à travers justement les méandres des systèmes parce que nous ne les comprenons pas, n'ont pas toujours été faits pour nous. C'est beaucoup plus ça, je pense, qu'il nous faut travailler plutôt que de pointer des gens du doigt. Et je suis parfois très déçu de voir qu'on pointe des gens du doigt plutôt que de chercher à dialoguer puis à comprendre les comportements pour pouvoir justement les changer parce que, comme je disais, ce sont les comportements qu'on peut changer et parce que les gens ne sont pas toujours conscients de l'effet de leur comportement. Quel type de données peuvent être recueillies par les organisations? C'est drôle que vous posiez cette question-là parce que ce qui me vient d'abord à l'esprit, parce que j'ai participé à une réunion il y a quelques heures sur les données sur... il y a une très forte tendance aux États-Unis, puis en Ontario, entre autres, sur les données ethniques par rapport aux personnes qui sont... qui ont attrapé la COVID-19 et tout ça. Puis moi, je disais, soyons prudents avec ces données-là, parce que dans le passé, ces données ont été utilisées contre nous. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut dire quand on demande de telles données. Et je pourrais trouver la date, là, je l'ai quelque part, là, je vais même la trouver, puis je vais vous la donner, parce que ça m'avait vraiment frappé. En fait, ça s'est passé le 6 mai 2020. Il y avait des groupes communautaires qui avaient appelé Québec à recueillir des données sur la race. D'ailleurs, d'abord, on ne dit pas la race, d'accord? Le terme race ne s'applique pas pour les humains, ou sinon, il y a une race humaine, il n'y a pas plusieurs races. On avait demandé ça et j'étais assis devant ma télé quand j'ai entendu Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique, dire ceci. Oui, écoutez, je cite Horacio Arruda, oui, ces informations seront collectées. Et il dit, ces données pourraient être utiles, surtout s'il existe des facteurs de risque de certaines communautés qui pourraient être liés à la génétique. Moi, j'ai vraiment fait le saut quand j'ai entendu le mot génétique. Parce que la génétique, c'est une arme fatale dans les mains des racistes. Moi, je dis, quand vous demandez des données sur la question de la santé des Noirs ou de toute autre communauté, faites attention. Et j'ai préparé un document que je n'ai pas encore diffusé où je fais la démonstration que les données qu'on a vues au Québec sur la question de l'impact de la COVID sur les communautés, et je l'ai comparé
à la ville de New York, Manhattan, Brooklyn, Queens, et je l'ai comparé aussi à la ville de Saint-Louis. J'ai comparé les données pour Montréal-Nord, Saint-Michel, Baie-d'Urfé. Moi, je peux vous dire une chose, les communautés noires au Québec, comme les communautés noires aux États-Unis, sont, comment dire, sont beaucoup plus pauvres que noirs. C'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont plus affectés. C'est parce qu'ils sont pauvres. Et c'est là la réalité. Quand on compare la ville de Manhattan avec la ville de Queens, où on a un taux beaucoup plus élevé, ben, le revenu par habitant à Queens est à peu près de 20 000 $ et celui à Manhattan est de 102 000 $. Donc, il faut qu'on regarde ces choses-là. Quand on compare Montréal-Nord à Baie-d'Urfé, ben, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est à peu près les mêmes données. D'accord? Donc, est-ce qu'on s'arrête sur la couleur de la peau, sur l'origine ethnique, ou on s'arrête sur les conditions socio-économiques? Et ces conditions socio-économiques, et c'est là toute la question du systémique, les conditions socio-économiques qui font que les personnes des communautés noires aux États-Unis et au Québec sont plus affectées, on le sait, ce sont des travailleurs, travailleuses essentielles qui sont au front pendant que les privilégiés comme moi faisaient du télétravail. Ça, c'est un premier élément. Ce sont des gens qui étaient au front. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que les communautés noires, pour toutes sortes de raisons socio-économiques, sont beaucoup plus affectées par ce qu'on appelle les conditions préexistantes, le pre-existing condition. Ils font de l'hypertension, du diabète, des problématiques cardiaques qui ne sont pas nécessairement génétiques, mais qui sont liées à l'alimentation et aux conditions de vie. On peut toujours, si on veut, il y aura toujours des gens pour dire que c'est génétique. Mais sauf que quand on regarde les données, on se rend compte que ces gens-là sont plus pauvres. Et quand on prend des Blancs pauvres, on a les mêmes réalités. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont noirs? Non. On pourrait prendre des communautés ailleurs, aux États-Unis ou au Québec, où on va avoir le même niveau de pauvreté, on va avoir les mêmes problématiques de santé. Donc, moi, je dis, faisons attention parce que ces données-là, quand on les demande, jouent contre nous. Je suis de la génération de ceux qui ont mené la bataille dans le temps du sida. Je sais ce que ça veut dire pour les Haïtiens quand on parle de ces choses-là. Mais rappelez-vous, on disait que le sida venait des Haïtiens et des homosexuels, des héroïnomanes et des hémophiles. Et les héroïnomanes, les homosexuels, les hémophiles ne sont pas visibles. Nous, les Haïtiens, nous étions visibles. Donc, les gens ne voulaient pas s'asseoir avec nous, ne voulaient pas nous parler, ne voulaient pas manger dans les mêmes cafétérias, ne voulaient pas ci, ne voulaient pas ça. Bon, alors, imaginez maintenant qu'on sort d'une pandémie comme celle-là et qu'on veuille taguer ceux qui ont contaminé les autres. Moi, je dis, faisons attention parce que ce n'est pas nécessairement la réalité. La réalité, quand on fait les analyses, on se rend compte que les gens qui sont affectés dans les communautés noires sont beaucoup plus pauvres que noirs. Alors maintenant, on peut ne pas être d'accord, mais j'invite à ce qu'on ouvre la discussion sous cet angle-là aussi, parce que c'est une hypothèse que je pense qu'il mérite qu'on regarde. Mais de dire de partir avec une hypothèse sur la génétique, moi, je trouve ça très, très dangereux pour nous. Donc, ces discours sur la génétique, vous savez très bien, vous savez mieux que moi où ça nous a amenés dans le passé. Moi, je ne veux pas de ça. Oui, bien sûr. On ne parle. Moi, je ne veux. Vous savez, je vous ai dit au départ, François Legault voulait qu'on chasse les racistes. D'accord? Puis, il n'y a pas de loi il n'y a pas de cadre qui nous permet de faire ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de voir est-ce qu'on peut punir quelqu'un. On l'a vu cette semaine, on l'a entendu avec le ministre Charest. Est-ce qu'on peut prendre une action contre quelqu'un qui a un comportement raciste quand il nous empêche d'avoir accès à un logement, quand il nous empêche d'avoir accès à des soins de santé, quand il nous empêche d'avoir accès à toutes sortes de droits que nous avons. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de courir après les racistes parce que, oui, je sais très bien que quand quelqu'un se met au coin de la rue et vous crie des bêtises racistes, ça peut faire mal à l'estime de soi et tout ça, mais c'est plus facile de sortir de ça que de dire, ben, je ne peux pas avoir un appartement parce que je suis noir.
Merci beaucoup, Hélène. Ça, c'est l'autre danger, Nicole. C'est-à-dire que quelle est la réponse au racisme? Parce que, en fait, ce que je comprends de cette question, comment expliquez-vous l'intégration des valeurs racistes par les victimes? Ça, c'est l'autre affaire. Est-ce que la réponse aux attaques racistes, c'est d'avoir soi-même des comportements racistes? Donc là, on tombe dans le catch-22, dans le cercle vicieux, à savoir qui va être plus raciste que l'autre. Et tout ça, la seule façon de briser ce cycle-là, c'est de se parler et non pas de rappeler à l'autre qu'il est raciste, mais de lui dire que c'est un comportement qu'il a qui n'est pas acceptable. Ce n'est pas lui le problème, c'est son comportement qui est souvent dicté par l'organisation pour laquelle il travaille. Donc, ce ne sont pas les individus qui le sont. Oui, il y en a, évidemment, il y en a, mais ce sont des comportements à l'intérieur des organisations. Comment un raciste ne sait pas qu'il est raciste? Justement, vous savez, vous posez la question comment un raciste ne sait pas qu'il est raciste. Moi, je ne suis pas intéressé aux racistes. D'accord? Je ne suis pas intéressé aux racistes. Ce qui m'intéresse, ce sont les dégâts qu'ils peuvent faire à l'intérieur du système. Donc, pour moi, j'ai deux choix. Éliminer le raciste ou éliminer les comportements qu'il dicte à l'intérieur du système. La loi ne me permet pas de punir quelqu'un parce que la personne est raciste. Mais la loi me permet ou que la personne se déclare raciste. La loi me permet de sévir contre une personne qui a eu un comportement qui a privé quelqu'un d'un droit. Donc, et à force de priver, à force de laisser ces gens poser ces gestes, parce que ce sont leurs gestes qui comptent, eh bien, ils contaminent les systèmes. Donc, c'est ce que disait le sénateur Murray Sinclair, c'est qu'ils contaminent les systèmes, ce qui fait que nous, ceux qui ne le sont pas, en tout cas je dis moi, et d'autres qui ne le sont pas, vont reproduire ce comportement-là. C'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arrêter de reproduire ces comportements, il faut se poser des questions. Je vais vous donner un exemple. J'ai dit à une émission de radio à Québec, j'ai dit, est-ce que c'est normal si je parle de quelqu'un et que je dis, est-ce que c'est normal que ça soit, est-ce que c'est nécessaire pour moi, je devrais dire, est-ce que c'est nécessaire de dire qu'il s'agit d'une femme? Est-ce que cette variable-là permet de comprendre la situation? Est-ce que c'est nécessaire de dire qu'il s'agit d'un arabe? Est-ce que cette variable arabe ajoute une valeur à la discussion? Est-ce que c'est normal de dire que la personne est gay? Est-ce que c'est nécessaire? Si je veux parler de ses compétences, est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que c'est nécessaire dans une conversation où je vous parle de François Legault de dire qu'il est blanc? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. D'accord? Est-ce que c'est normal si je vous parle d'un artiste quelconque que je vous donne tout le détail de son orientation sexuelle? Ce n'est pas nécessaire. Mais en le faisant, qu'est-ce que je fais? Je confirme mes propres discriminations. Et quelqu'un qui m'entend dire ça a une opinion sur moi. Et pourtant, je pourrais dire que je ne suis pas homophobe. Mais si je ne change pas ce discours-là, cette façon de faire, mais je donne l'image d'un homophobe. Et c'est normal qu'on me taxe de ça. Quand je prends le temps de parler de mon garagiste qui a fait un travail, qui a botché le travail, puis que je dis, ben là, il a fallu que je retourne, puis tu sais, c'est un arabe. Mais qu'est-ce que je viens de faire? C'est pas un arabe qui a réparé ma voiture, c'est un mécanicien. Alors, en disant c'est un arabe, je viens de tenir un propos raciste.
Donc, il faut que je casse ça comme discours. Parce que ce n'est pas parce qu'il est arabe qu'il est crétin. C'est parce qu'il est crétin. Point. Ça n'a rien à voir avec ses origines. C'est tout. Mais en ajoutant la variable arabe, c'est moi qui ai un problème, c'est pas lui. C'est moi qui viens de tenir un discours raciste. Et si moi, je ne change pas ça, ben vous partez de cette conversation-là convaincu que je n'aime pas les Arabes, convaincu que je suis raciste. D'accord? Alors, c'est ça qu'on a à faire chacun de nous. Moi, quand on me dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer quelque chose? Change ton discours. Change ton discours. Demande-toi si c'est nécessaire de donner toutes ces variables non significatives dans une conversation. La génétique est une... la question est de Colette Amazon. Est-ce que la génétique est une arme contre les communautés noires et comment? La génétique est une arme contre toutes les communautés, quelle que soit la communauté. La génétique est une arme qu'on a toujours utilisée quand c'est nécessaire pour démontrer, et tenez-vous bien, qu'il y a une race supérieure et une race inférieure. C'est à ça qu'elle sert, la génétique. Et là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Vous avez tout compris. La génétique sert à déterminer qui est supérieur, qui est inférieur. Okay? Donc, vous connaissez toute notre histoire comme société, comme quoi qu'il y a une race supérieure et des races inférieures. Ceux qui ont utilisé ça, ceux qui ont développé ce concept l'ont basé sur la génétique. C'est que nous ne sommes pas bons pour ci, pas bons pour ça. Au contraire, nous sommes beaucoup plus près. Ce dans quoi nous sommes bons, ce sont des choses qui nous rapprochent beaucoup plus de l'animal. Donc, quand on tombe dans le discours sur la génétique, moi, je dis, j'embarque pas. Parce que on connaît les dangers de ce discours-là. Je dis ça et je vous dis très sincèrement, je n'accuse pas le docteur Arruda d'avoir dit ça. Hein. C'est un discours scientifique qu'il tient. Moi, je suis un sociologue. C'est pas la même chose. Il a peut-être des raisons pour lesquelles il dit ça. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je dis que comme sociologue, je fais une mise en garde sur l'utilisation du terme. Parce que ce n'est pas, c'est imprudent de parler de génétique présentement. Voilà. Pensez-vous, alors c'est Patrick Auguste qui dit, pensez-vous que dans l'état actuel du système, je crois qu'il est préférable dans les organisations de réagir face à des actes racistes ou au contraire de faire de la prévention par de la formation pour tous? Les deux. D'abord, il faut faire de la prévention avec la formation, mais on sait aussi que la formation a ses limites, hein, parce qu'il y a beaucoup de rotation dans le personnel, etc. Les règlements aussi ont leurs limites, mais je pense que ce qu'on voit cette année depuis le Black Lives Matter, depuis la mort de George Floyd, je dirais, en fait, pendant que vous parlez de ça, je vais revenir sur la mort de George Floyd. Je pense qu'on doit faire des exercices concrets. C'est ce qu'on ne fait pas. On fait de la formation, on raconte des choses aux gens, mais on ne fait pas des exercices concrets. Comme je viens de faire avec vous sur la question du discours qu'on doit changer dans les variables qu'on ajoute dans nos conversations. Je crois qu'il faut faire ça. Et oui, il faut toujours faire des formations, de la sensibilisation, mais je regarde avec le service de police de Montréal, je crois que depuis les années 70 qu'on fait de la formation, de la sensibilisation. Je ne dis pas que ça n'a pas donné des fruits, mais qu'il faut continuer à en faire. Mais n'empêche qu'on voit quand même qu'il reste encore des problèmes. Sinon, il n'y aurait pas de reconnaissance, entre autres par le service de police, comme quoi qu'il y a du racisme systémique puis du profilage racial. Mais on peut faire autant de formations qu'on veut en 70, mais ce ne sont plus les mêmes gens qui travaillent en 2021. Donc, il faut toujours continuer à en faire, mais tout en étant conscient que les choses bougent. Je vais vous parler de l'événement George Floyd. L'événement George Floyd, pour moi, c'est un événement déclencheur de quelque chose, mais le Black Lives Matter existait depuis le massacre de l'église Mother Emanuel en Caroline. Et je pense ça fait des années que j'écris sur ces choses-là. Moi, je me rappelle très bien de ce qui est arrivé.
Ça existait, mais ça n'avait pas pris l'ampleur que ça avait pris. Je prends le risque quand même de vous dire. Je prends le risque, d'accord? Parce que je suis capable de prendre des risques et puis je vais les assumer. Je prends le risque de vous dire que ce n'est pas la mort de George Floyd qui a provoqué le mouvement qu'on voit présentement. C'est la posture du policier. George Floyd est une des nombreuses victimes du racisme aux États-Unis, du racisme des systèmes de police, du racisme incrusté dans la culture américaine. Sauf que ce n'est pas le premier noir qui est tiré, qui est mort sous les balles d'un policier ou sous les genoux d'un policier. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Juste avant lui, il y avait quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu 3 morts. Je pense qu'il s'appelle Ahmaud Arbery, je ne me rappelle plus de son nom. C'est un jogger qui avait été tiré par 2 hommes en arrière d'une camionnette avec une carabine. On aurait cru un safari. Il y a eu cette femme canadienne dans le parc à Manhattan, dans Central Park, qui a appelé la police pour une histoire de chien puis d'oiseaux, d'observation d'oiseaux, puis elle n'avait pas attaché son chien. Encore, nous sommes dans l'animalisation. Et j'ai écrit dans mon dernier livre que George Floyd avait été étranglé comme un animal. Il y avait une animalisation. Et je pense que si tout ce mouvement est arrivé, ce n'est pas parce qu'un autre noir a été exécuté comme une bête. C'est parce que les Blancs ont vu. Les Blancs ont vu ce que c'est. Et les Blancs ont regardé ce policier, puis ils ont dit, je peux bien être raciste, mais pas à ce point-là. Je ne veux pas ressembler à ça. Et pour moi, ça a été l'élément déclencheur. Les gens ne voulaient pas ressembler à ce policier. Et c'est pour ça que le mouvement a pris de l'ampleur. Puis on l'a vu même à Montréal dans les manifestations, la présence des gens de la société d'accueil, comment elle était importante. Donc, je crois que cet événement a eu cet impact. J'avais vu une question apparaître, voilà. C'est Gerline Frédéric. Bonjour Gerline, comment vas-tu? Présentation instructive et motivante. Merci beaucoup Gerline. Plaisir de te revoir. Hein? Il faut qu'on se reparle, toi et moi. Merci Gerline. Ben, merci beaucoup. Donc, nous devons clôturer l'événement. Merci pour vos questions. Vous pouvez écrire à Mosaïque Interculturelle. Mais moi, vous pouvez me suivre si vous voulez sur www.frédéricboiron.com. Je suis l'auteur de 3 livres sur l'état de la démocratie. J'ai un blog qui est reconnu par Bibliothèque et Archives nationales du Québec comme faisant partie du patrimoine du Québec. Donc, ça veut dire que ce que j'écris est de qualité, je l'espère et je le souhaite, et je fais tout pour que ça reste ainsi. Et prenez donc le temps d'aller voir sur www.frédéricboiron.com, et une bonne partie de ce que j'ai discuté avec vous ce soir se retrouve là-dessus, dont entre autres une analyse du discours de François Legault et une analyse de l'homophobie systémique et du sexisme, de la misogynie systémique. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur www.frédéricboiron.com. Puis ça vous tente, achetez mes livres. C'est en ligne aussi. Merci et à très bientôt. Donc, quand on arrive, c'est sûr, on va dire bonjour, parce que c'est très important pour les Haïtiens de dire bonjour. Bonjour. Moi, pas connaître, je sais pas. J'aime ma maman, ma mère, ninapenda, donc j'ai déjà conjugué le verbe, aimer, kupenda, l'infinitif, ninapenda, j'aime ma, c'est yangu, et puis maman, ma mère. Donc j'aime maman yangu.
Moi, je peux me présenter, je dis, je m'appelle Armand. Kombo Nanga Ezali Armand. Ou tout simplement, on dit Kombo Nangai Armand. Noir au Canada, une histoire donc oubliée. Je vais revenir sur 400 ans de présence et de contribution donc des Noirs au Canada. Donc, mes parents m'ont parlé du racisme depuis que je suis enfant, de ce que c'était et de ce que ça impliquait, mais ils ne m'ont pas vraiment outillé pour le combattre. Moments where something was said and internally you're like, huh, okay. And then like time would pass, you go back home and you're like, I'm still thinking about this thing. And I guess the language didn't exist. L'avenir, c'est maintenant.